Tu sais exactement de qui tu penses en ce moment. Tu n'as même pas eu besoin qu'on te le dise. Dès que tu as lu ces mots, deux personnes qui se fuient, quelque chose en toi a immédiatement produit un visage, un prénom, une sensation dans la poitrine. Peut-être quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des mois. Peut-être quelqu'un que tu vois encore, mais avec qui tout est devenu compliqué, distant, non dit. Peut-être quelqu'un que tu essaies activement de ne plus penser, et qui revient pourtant, inlassablement, comme une marée qu'aucune décision consciente ne peut vraiment arrêter. Ce n'est pas une coïncidence que ce visage soit apparu si vite. Et ce n'est pas non plus un hasard, si tu es en train de lire ceci. Parce que ce que tu ressens, cette attraction étrange, presque irrationnelle, vers quelqu'un dont tu t'es éloigné ou qui s'est éloigné de toi, ce n'est pas simplement de la nostalgie, ce n'est pas simplement l'ego qui refuse de lâcher, ce n'est pas simplement une habitude émotionnelle dont il faudrait guérir comme d'une dépendance. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que Carl Jung avait compris avec une précision qui, encore aujourd'hui, donne des frissons à ceux qui le découvrent pour la première fois. Et ce que tu vas comprendre dans les prochaines minutes va peut-être changer la façon dont tu vois cette situation. Pas nécessairement en te donnant une réponse simple, parce que Jung n'avait pas de réponse simple, mais en t'offrant quelque chose de plus précieux, une compréhension réelle de ce qui se passe entre deux personnes quand elles se fuient, tout en restant profondément, inexplicablement liées. Ce que la fuite révèle vraiment. Il faut commencer par remettre en question quelque chose que nous croyons tous, presque instinctivement. Nous pensons que fuir quelqu'un, c'est ne pas le vouloir. Nous pensons que la distance, l'évitement, le silence sont des signes de désintérêt. Que si quelqu'un s'éloigne, c'est parce qu'il n'est pas suffisamment attiré, suffisamment investi, suffisamment intéressé pour rester. Mais Jung aurait dit le contraire, et il aurait dit que cette croyance est l'une des plus grandes confusions que nous faisons en matière de relations humaines. La fuite, dans la plupart des cas, n'est pas l'opposé de l'attraction. Elle en est souvent la conséquence directe. Pense à ce qui se passe réellement quand quelqu'un fuit. Il ne fuit pas parce qu'il ne ressent rien. Il fuit parce qu'il ressent trop. Il fuit parce que quelque chose dans cette connexion réveille en lui des zones de lui-même qu'il n'est pas prêt à affronter, des zones douloureuses, des zones vulnérables, des zones qu'il a passé des années à mettre à distance, à anesthésier, à protéger derrière des murs soigneusement construits. Et quand une personne, une seule, arrive à traverser ces murs sans même vraiment essayer, simplement en étant ce qu'elle est, simplement par sa présence, simplement par ce qu'elle éveille, cela produit quelque chose de presque insupportable. Pas insupportable au sens négatif seulement. Insupportable au sens d'une intensité que l'on ne sait pas comment tenir. Une intensité que l'on n'a peut-être jamais appris à tenir. Et face à cette intensité, le mécanisme le plus instinctif, le plus humain, est de reculer. Jung appelait cela la peur de l'individuation dans le contexte relationnel. La peur que cette personne, précisément celle-là, te force à devenir plus que ce que tu es actuellement. À voir ce que tu préférerais ne pas voir. À ressentir ce que tu as décidé de ne plus ressentir. Et cette peur, aussi réelle et aussi justifiée qu'elle soit, ne fait pas disparaître le lien. Elle le met en veille. Elle le compresse. Et quelque chose de compressé, en psychologie comme en physique, a toujours tendance à finir par se libérer. L'inconscient ne respecte pas tes décisions conscientes. Voici quelque chose que Jung a passé toute sa vie à démontrer et qui reste, encore aujourd'hui, l'une des vérités les plus dérangeantes de la psychologie profonde. Ton inconscient ne fait pas ce que tu lui dis. Tu peux décider consciemment d'oublier quelqu'un. Tu peux te convaincre que c'est terminé, que c'était une erreur, que tu mérites mieux, que cette relation était toxique, qu'il ne faut pas revenir en arrière. Tu peux prendre toutes les décisions rationnelles du monde, faire toutes les listes de pour et de contre, répéter tous les mantras de développement personnel qui existent. Et ton inconscient, pendant ce temps,
Continue tranquillement à faire exactement ce qu'il faisait avant. Il continue à organiser tes rêves autour de ce visage. Il continue à faire en sorte que tu tombes sur des musiques, des lieux, des situations qui te ramènent à cette personne. Il continue à guider tes pensées vers elle dans les moments où tu baisses ta garde. Au réveil, juste avant de t'endormir, dans la voiture, sous la douche. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un manque de volonté. C'est simplement la façon dont fonctionne l'inconscient humain, et Jung en avait une compréhension plus fine que quiconque avant lui. Pour Jung, l'inconscient est infiniment plus vaste, plus puissant et plus intelligent que le moi conscient. Le moi conscient, ce « je » qui prend des décisions, qui raisonne, qui fait des plans, n'est que la partie visible de l'iceberg. Et l'inconscient, tout en dessous, poursuit ses propres buts, ses propres mouvements, selon une logique qui n'est pas celle de la raison, mais celle de la totalité psychique. Et quand quelqu'un occupe une place dans ton inconscient, une vraie place, pas simplement un souvenir de surface, aucune décision consciente ne peut l'en déloger par la force. Tu peux l'ignorer. Tu peux construire des distractions. Tu peux te convaincre que tu as tourné la page. Mais la page n'est pas tournée. Elle est simplement en attente. Ce que Jung appelait la projection, et pourquoi elle explique tout. Pour comprendre pourquoi certaines personnes se retrouvent prises dans ces dynamiques de fuite et de retour, il faut comprendre l'un des concepts les plus importants et les plus mal compris de la psychologie jungienne, la projection. Pour Jung, nous ne voyons jamais vraiment les autres tels qu'ils sont. Nous les voyons à travers le filtre de notre propre inconscient. Et ce filtre, en particulier dans les relations intimes, est profondément coloré par ce qu'il appelait l'anima ou l'animus. Ces images archétypales du féminin et du masculin que nous portons en nous depuis l'enfance, façonnées par nos premières expériences, nos premières figures d'attachement, nos premières impressions de ce qu'est l'amour. Quand tu rencontres quelqu'un qui te fait quelque chose d'inexplicable, quelqu'un dont la présence te trouble d'une manière que tu n'arrives pas à rationaliser, Jung dirait que ce qui se passe en partie, c'est une projection. Tu projettes sur cette personne une image qui vient de toi. Une image de ce que ton inconscient cherche. Une image de ce qui te manque. Une image de ce que tu n'as pas encore intégré en toi-même. Et cette projection crée une attraction d'une intensité particulière. Parce que ce que tu ressens, ce n'est pas seulement la présence de l'autre. C'est la présence de quelque chose en toi que tu n'avais pas encore vu, que tu n'avais pas encore rencontré, que tu n'avais pas encore reconnu. C'est pour cela que ces connexions-là sont si différentes des connexions ordinaires. C'est pour cela qu'elles ont cette qualité de reconnaissance, presque de déjà-vu. J'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Cette phrase que l'on entend si souvent dans ces situations n'est pas qu'une formule romantique. Elle décrit quelque chose de psychologiquement réel. Tu reconnais dans l'autre quelque chose qui vient de toi. Et c'est aussi pour cela que la fuite est si difficile. Parce que quand tu fuis cette personne, tu ne fuis pas seulement quelqu'un. Tu fuis une partie de toi-même. Et les parties de soi-même que l'on fuit ont une façon remarquable de revenir, encore et encore, sous des formes différentes, dans des circonstances différentes, jusqu'à ce que l'on soit prêt à les regarder en face. Le paradoxe de la fuite. Plus tu t'éloignes, plus le lien se resserre. Voici quelque chose de contre-intuitif que ceux qui ont vécu ces dynamiques connaissent souvent dans leur corps avant de pouvoir l'expliquer avec des mots. Plus tu essaies de fuir quelqu'un qui occupe vraiment une place dans ton inconscient, plus tu renforces son emprise sur toi. Ce n'est pas une loi mystique, c'est une réalité psychologique. Et Jung en avait la compréhension très précise. Quand tu résistes activement à quelque chose, quand tu mobilises de l'énergie pour l'empêcher d'exister dans ta conscience, tu lui accordes une attention permanente. Même négative, même défensive, même sous forme de résistance, c'est une attention. Et cette attention maintient la connexion vivante. Elle lui donne même, paradoxalement, plus de force que si tu l'avais simplement laissé être. C'est ce que Jung décrivait avec le concept d'énantiodromia.
cette tendance des choses poussées à leur extrême à se retourner en leur contraire. Plus tu pousses quelque chose dans l'ombre, plus il accumule de l'énergie. Et plus il accumule de l'énergie, plus il a de puissance quand il finit par se manifester. Pense à la façon dont cela se joue concrètement. Quelqu'un décide qu'il doit oublier une personne. Il s'impose de ne plus penser à elle. Et qu'est-ce qui se passe? Il pense à elle constamment. Chaque effort pour ne pas penser à elle produit immédiatement exactement ce qu'il cherchait à éviter. Parce que ne pas penser à requiert de penser à pour savoir ce qu'il faut ne pas penser. Et dans les relations, ce mécanisme fonctionne à une échelle bien plus grande et bien plus longue. La distance physique, le silence, la décision de couper les ponts, tout cela peut créer une illusion de liberté à court terme. Mais l'inconscient, lui, ne s'est pas mis en pause. Il continue son travail souterrain. Et d'une façon ou d'une autre, dans un timing qui semble défier toute logique rationnelle, les choses non résolues trouvent leur chemin vers la résolution. Ce n'est pas de la pensée magique. C'est simplement que les dynamiques psychologiques inachevées ont une persistance extraordinaire. Et que la vie, dans sa façon de nous faire traverser certaines expériences, a une logique propre que Jung appelait la synchronicité. Ces coïncidences significatives, qui ne sont pas des coïncidences, mais des rencontres entre le mouvement de la psyché et le mouvement du monde extérieur. Pourquoi certaines personnes reviennent toujours, même après des années? Il y a quelque chose que beaucoup de gens ont vécu et que très peu savent vraiment expliquer. Ces situations où deux personnes se sont séparées, parfois dans la douleur, parfois dans l'indifférence apparente, parfois simplement parce que la vie les a emmenés dans des directions différentes, et où, des mois ou des années plus tard, quelque chose les ramène l'une vers l'autre. Pas toujours de façon dramatique, parfois c'est un message simple, après un long silence. Parfois c'est une rencontre dans un endroit où aucun des deux n'avait de raison particulière d'être. Parfois c'est l'un qui pense à l'autre intensément pendant plusieurs jours et qui reçoit soudainement un signe de vie, comme si la pensée avait traversé la distance. Les rationalistes sourient à ces histoires. Ils parlent de biais de confirmation, de coïncidences ordinaires auxquelles on donne une signification parce qu'on la cherche. Mais Jung aurait posé une question différente. Il aurait demandé « Qu'est-ce qui n'a pas été résolu entre ces deux personnes? Qu'est-ce qui n'a pas été dit, vécu, intégré ?» Parce que dans sa vision de la psyché humaine, les choses inachevées ne restent jamais simplement inachevées. Elles continuent à exercer une pression vers la complétion, vers la résolution, vers la compréhension. Et cette pression peut traverser le temps, la distance et toutes les décisions conscientes du monde. Quand deux personnes se retrouvent après une longue séparation, il y a souvent un sentiment d'inévitabilité. On savait que ça allait arriver. Je sentais que tu allais réapparaître. Quelque chose m'a dit de t'envoyer ce message ce soir, précisément. Ce sentiment d'inévitabilité n'est pas une illusion romantique. C'est la reconnaissance consciente de quelque chose que l'inconscient avait su depuis le début. Le travail psychologique entre ces deux personnes n'était pas terminé. Et l'inconscient, patient et obstiné comme il l'est toujours, a continué à œuvrer jusqu'à ce que les conditions soient réunies pour que ce travail puisse reprendre. La question que Jung aurait vraiment posée maintenant, il faut aller plus loin. Parce que tout ce qui a été dit jusqu'ici pourrait être interprété de manière romantique et un peu dangereuse, comme si cela voulait dire que deux personnes qui se fuient sont condamnées à se retrouver, que le retour est toujours la bonne décision, que ces connexions intenses sont nécessairement des histoires d'amour épiques destinées à se réaliser. Jung aurait été le premier à mettre en garde contre cette lecture. La vraie question qu'il aurait posée n'est pas « Est-ce que vous allez vous retrouver ?» La vraie question est « Pourquoi vous retrouvez-vous » Parce que la psyché ne cherche pas le bonheur romantique au sens hollywoodien. Elle cherche la croissance, elle cherche l'intégration, elle cherche à ce que les parties non développées de soi soient confrontées, comprises, assimilées. Et parfois, souvent,
La raison pour laquelle une connexion reste aussi prégnante, aussi tenace, aussi impossible à simplement laisser partir, c'est que cette personne porte le miroir de quelque chose en toi que tu n'as pas encore regardé suffisamment longtemps. Quelque chose que tu n'as pas encore compris. Une blessure que tu n'as pas encore vraiment soignée. Une capacité que tu n'as pas encore développée. Un aspect de toi-même que tu n'as pas encore accepté. Et tant que ce travail-là n'est pas fait, la connexion restera active. Non pas parce que l'amour est éternel, dans le sens où on l'entend généralement, mais parce que la psyché est obstinée dans sa quête de complétude. Et cette quête utilise toutes les ressources disponibles, y compris les autres personnes, comme instrument de ta propre transformation. Cela veut dire une chose très importante. Le retour vers cette personne, ou le fait qu'elle revienne vers toi, n'est pas en soi la résolution. C'est une invitation. Une invitation à faire le travail que vous n'avez pas fait la première fois, ou la deuxième, ou la troisième. Et si ce travail n'est pas fait, le cycle recommence. La fuite et le retour, encore et encore, comme une danse dont les deux partenaires connaissent les pas, sans en comprendre vraiment la musique. Le moment où la fuite cesse d'être nécessaire. Il y a un moment, et ceux qui l'ont vécu savent exactement ce dont je parle, où quelque chose change. Ce n'est pas le moment où tu décides rationnellement de revenir. Ce n'est pas le moment où tu te convaincs que tu es prêt. Ce n'est pas un choix au sens ordinaire du terme. C'est le moment où quelque chose en toi a suffisamment évolué pour que la relation avec cette personne puisse exister sans te mettre en danger. Ou du moins, sans que tu le perçoives comme un danger. C'est le moment où la blessure que cette connexion réveillait a été suffisamment travaillée pour que tu puisses la regarder sans en être submergé. C'est le moment où la partie de toi que tu fuyais et que tu projetais sur l'autre a été suffisamment intégrée pour que tu puisses la voir sans panique. Jung décrivait cela comme un passage dans le processus d'individuation. Le moment où l'on cesse de fuir une partie de soi-même est aussi, souvent, le moment où l'on cesse de fuir la personne qui la représentait. Non pas parce que rien n'a changé dans la relation, mais parce que quelque chose a changé en soi. Et ce moment arrive rarement quand on le planifie. Il arrive quand le travail intérieur a été fait, consciemment ou non. Quand on a traversé suffisamment de la douleur que la relation réveillait. Quand on a regardé assez longtemps ce qu'on ne voulait pas voir. Et là, quelque chose de remarquable se produit. La connexion qui était vécue comme une menace, comme quelque chose d'incontrôlable, comme une force qui te dépassait, commence à se transformer en quelque chose d'autre, en une possibilité, en une invitation à quelque chose de nouveau, construit sur une compréhension différente de soi-même, de l'autre, de ce que la relation peut vraiment être. Ce n'est pas toujours romantique. Parfois, ce moment révèle que la connexion était si profondément liée à une dynamique psychologique particulière que, une fois cette dynamique résolue, la relation elle-même n'a plus la même intensité. Parfois, les deux personnes se retrouvent pour découvrir qu'elles sont différentes de ce qu'elles étaient, et que ce qu'elles avaient à vivre ensemble a peut-être déjà été vécu. Mais d'autres fois, et ces fois-là sont celles dont les gens parlent avec cette qualité particulière dans la voix, des années plus tard, le retour marque le début de quelque chose de profondément différent. Quelque chose qui n'était pas possible avant, parce que les deux personnes n'étaient pas encore les versions d'elles-mêmes qui pouvaient vraiment se recevoir. Ce que la synchronicité a à voir avec tout cela, Jung a développé vers la fin de sa vie un concept qui reste l'un des plus fascinants et des plus controversés de toute la psychologie. La synchronicité. Il définissait la synchronicité comme la coïncidence significative d'événements extérieurs avec des états intérieurs, sans lien causal apparent, mais avec un sens évident. Ces moments où tu penses intensément à quelqu'un et où ton téléphone sonne et c'est lui. Ces moments où tu avais décidé de contacter quelqu'un et où un obstacle inattendu t'en empêche, pour finalement comprendre plus tard pourquoi le timing aurait été mauvais. Ces moments où deux personnes, sans s'être concertées,
prennent des décisions qui les ramènent au même endroit, au même moment. Jung ne pensait pas que ces coïncidences étaient surnaturelles au sens d'une intervention divine. Il pensait qu'elles révélaient quelque chose de fondamental sur la relation entre la psyché individuelle et le monde extérieur. Que cette relation n'est pas aussi étanche que nous le supposons, que l'inconscient communique d'une manière que nous comprenons à peine encore. Et dans le contexte des relations humaines, Jung observait que la synchronicité est particulièrement active, que les connexions profondes semblent générer un champ où les coïncidences significatives se multiplient, où les timings semblent organisés par une intelligence que personne n'a consciemment mise en place. Ce n'est pas une invitation à la pensée magique. Ce n'est pas une raison de s'abandonner à la passivité en attendant que le destin arrange les choses. Mais c'est une invitation à prêter attention, à ne pas tout rationaliser immédiatement, à considérer que certaines répétitions, certains retours, certaines rencontres improbables ne sont peut-être pas aussi aléatoires qu'ils le semblent. Parce que si ton inconscient et l'inconscient de l'autre sont engagés dans un même processus de transformation, les conditions extérieures qui les réunissent se créent parfois d'elles-mêmes. Non pas par magie, mais parce que deux psychés en mouvement vers un même point finissent par trouver leur chemin l'une vers l'autre. Pourquoi certaines relations ne finissent jamais vraiment? Il y a des relations qui se terminent proprement. On se sépare, on continue, on garde éventuellement un souvenir chaleureux ou même douloureux, mais la page est tournée. Il y a une clôture, une complétion. Et il y a d'autres relations qui ne se terminent jamais vraiment, même quand elles semblent officiellement terminées. Ces relations qui continuent à occuper une place dans ton psychisme bien au-delà de ce qui paraît raisonnable. Ces personnes que tu ne vois plus, mais dont tu sais, quelque part, que l'histoire n'est pas finie. Quelle est la différence? Pour Jung, la réponse est claire. Les relations qui se terminent proprement sont des relations qui ont rempli leur fonction psychologique. Elles ont apporté ce qu'elles avaient à apporter. Elles ont réveillé ce qu'elles avaient à réveiller. Elles ont permis la croissance qu'elles étaient destinées à permettre. Et une fois ce travail accompli, la connexion peut naturellement se clore. Mais les relations qui ne se terminent jamais sont celles où le travail psychologique est resté inachevé, où quelque chose d'essentiel n'a pas été dit, compris, intégré, où la projection n'a pas été retirée parce que la partie de soi qu'elle représentait n'a pas encore été reconnue et assimilée. Et ces relations-là restent actives dans l'inconscient jusqu'à ce que ce travail soit fait, pas nécessairement avec l'autre personne. Parfois, le travail se fait en soi-même, indépendamment du retour de l'autre. Parfois, la complétion se fait à travers d'autres relations qui réveillent les mêmes dynamiques et permettent finalement ce qui n'avait pas pu l'être la première fois. Mais d'une manière ou d'une autre, l'inconscient insiste. Il revient, il relance. Il crée les conditions pour que ce qui n'a pas été terminé puisse l'être. C'est pour cela que tu ne peux pas simplement décider d'oublier certaines personnes, non pas parce que tu es faible ou dépendant, mais parce que ton inconscient sait quelque chose que ton moi conscient n'a pas encore compris. Et il ne va pas se taire tant que tu ne l'as pas entendu. Ce que tu dois vraiment comprendre sur ta situation. Revenons à ce visage qui est apparu au début. Cette personne à qui tu as pensé dès les premiers mots. Si tu es honnête avec toi-même, vraiment honnête, pas avec la version que tu présentes aux autres, mais avec toi-même dans ce moment, qu'est-ce que cette personne réveille en toi? Pas ce que tu penses d'elle. Pas ce qu'elle t'a fait ou ce que tu lui as fait, mais ce qu'elle réveille en toi. Ce que sa présence, même en souvenir, provoque dans ta poitrine, dans ta façon de respirer, dans quelque chose de plus profond que les mots. Parce que là est la vraie information. Là est ce que ton inconscient essaie de te dire depuis tout ce temps. Non pas nécessairement « retourne vers cette personne » ou « laisse-la définitivement partir », mais quelque chose de plus subtil, de plus précis, de plus personnel que ces instructions binaires, quelque chose sur toi, sur ce que tu n'as pas encore regardé en face. Sur ce dont tu as besoin pour avancer, avec ou sans elle.
Jung aurait dit ceci. Chaque grande douleur relationnelle est une invitation à un travail sur soi que rien d'autre ne peut déclencher avec la même intensité. Parce que les relations sont les miroirs les plus puissants que nous ayons. Elles nous montrent ce que nous ne pouvons pas voir seuls. Elles réveillent ce que nous aurions préféré laisser dormir. Elles exigent de nous plus que ce que nous pensions avoir à donner. Et c'est pour cela qu'elles font si mal quand elles ne se passent pas comme prévu. Ce n'est pas seulement la perte de l'autre qui fait mal. C'est la confrontation avec soi-même que cette perte impose. La confrontation avec toutes ces questions auxquelles tu n'as pas encore de réponse. Avec toutes ces parties de toi-même que tu ne sais pas encore comment tenir. La résolution n'est pas là où tu la cherches. Voici peut-être la chose la plus importante à comprendre dans tout cela. Si tu attends que la situation extérieure se résolve pour te sentir mieux, si tu attends le retour de l'autre, ou la certitude définitive que c'est terminé, ou un signe quelconque qui te dise quoi faire, tu cherches la résolution au mauvais endroit. La résolution n'est pas dans les actions de l'autre. Elle n'est pas dans ce qu'il dit ou ne dit pas, dans ce qu'il fait ou ne fait pas, dans la façon dont il répond ou ne répond pas. Elle n'est pas non plus dans ta décision consciente d'aller de l'avant ou de revenir. La résolution est en toi. Dans ce travail intérieur que la relation t'invite à faire. Dans cette partie de toi-même que tu as encore du mal à regarder. Dans cette blessure que tu portes depuis bien avant cette relation, et que cette relation a simplement rendu visible. Et ce travail-là, personne ne peut le faire à ta place. Pas l'autre personne en revenant, pas une décision rationnelle, pas le temps seul, même si le temps aide. Ce travail se fait dans la conscience, dans la capacité à tenir ce qui est difficile sans fuir, à ressentir ce qui fait mal sans s'y noyer, à comprendre ce que l'expérience t'enseigne sur toi-même plutôt que sur l'autre. Jung disait que la rencontre avec soi-même est la rencontre la plus difficile que l'être humain puisse faire. Parce qu'elle ne flatte pas, elle ne rassure pas, elle révèle, et la révélation est souvent inconfortable. Mais c'est aussi la seule rencontre qui mène vraiment quelque part, la seule qui change quelque chose à la fois fondamental et durable, la seule dont les effets se font sentir dans toutes les autres relations, dans toute la vie. Ce que ça révèle sur toi, d'être encore là. Il y a quelque chose que je veux te dire directement, et j'espère que tu vas l'entendre. Le fait que tu sois encore là, que cette connexion occupe encore une place dans ta vie ou dans ton esprit, que tu n'aies pas simplement réussi à passer à autre chose, comme si rien ne s'était passé. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas la preuve que tu es trop sensible, trop dépendant, pas assez fort. C'est la preuve que tu es quelqu'un capable de connexion profonde, quelqu'un dont la vie intérieure est suffisamment riche et suffisamment active pour que certaines expériences continuent à y résonner longtemps après qu'elles se sont passées. Quelqu'un dont l'inconscient est suffisamment engagé dans son propre processus de croissance pour ne pas simplement laisser passer les opportunités d'apprentissage, même quand elles sont douloureuses. Dans un monde qui valorise la rapidité, la désinvolture émotionnelle, la capacité à swiper d'une relation à l'autre sans s'attarder, le fait de ressentir profondément et de ne pas oublier facilement peut sembler un défaut. Une inadaptation. Une forme de vulnérabilité embarrassante. Mais Jung aurait dit que c'est exactement le contraire. Que la capacité à être profondément touché par une connexion, à ne pas pouvoir simplement l'effacer d'un geste de volonté, à rester avec la question même quand elle est inconfortable, c'est la marque d'une psyché vivante, engagée, en chemin. Et cette psyché vivante, ce n'est pas un problème à résoudre, c'est une force à honorer. La vérité sur deux personnes qui se fuient. Alors, pour conclure avec ce que Jung nous enseigne vraiment sur ces dynamiques. Deux personnes qui se fuient et qui finissent par se retrouver ne vivent pas une histoire de destin romantique, au sens où le cinéma l'entend. Elles vivent quelque chose de plus complexe, de plus profond et finalement de plus précieux que ça. Elles vivent deux individus dont les processus de croissance psychologique sont temporairement ou durablement liés.
Deux personnes dont les inconscients reconnaissent l'un dans l'autre quelque chose d'essentiel. Un miroir, un catalyseur, une invitation à devenir plus que ce qu'on était avant de se rencontrer. La fuite n'est pas un refus. C'est une demande de temps, une demande de l'espace nécessaire pour intégrer ce que la rencontre a réveillé, pour grandir à la hauteur de ce qu'elle demande. Et le retour, quand il se produit, n'est pas simplement le recommencement de ce qui était avant. C'est la reprise de quelque chose avec des êtres différents, un peu plus conscients, un peu plus capables de tenir la profondeur de ce qui existe entre eux, un peu plus proches de la version d'eux-mêmes qui peut vraiment recevoir l'autre. Pas toujours. Pas dans tous les cas. Il y a des connexions qui reviennent sans être prêtes, sans que le travail intérieur ait été fait, et qui répètent les mêmes dynamiques dans la souffrance. Mais quand le travail a été fait, de part et d'autre, à des rythmes différents, par des chemins différents, quelque chose de rare devient possible. Une relation construite non plus sur la projection et l'intensité, mais sur la reconnaissance réelle. Une relation où les deux personnes peuvent se voir telles qu'elles sont, pas seulement telles qu'elles ont besoin que l'autre soit pour combler quelque chose en elles. Et cette qualité de relation-là, cette profondeur-là, ne peut pas être précipitée, elle ne peut pas être forcée, elle ne peut qu'être préparée, par le travail, par le temps, par le courage de regarder en soi-même ce qu'on aurait préféré éviter. Et si tu fais ce travail, si tu continues à le faire, même quand c'est difficile, même quand les résultats ne sont pas immédiatement visibles, alors peu importe ce que cette personne décide, peu importe comment l'histoire se termine ou continue, tu seras différent. Tu seras plus toi-même. Et c'est toujours, en fin de compte, le seul vrai retour qui compte.